Un impact de l'âge, c'est-à-dire que la majorité des enfants vont être asymptomatiques, donc ils vont même pas se rendre compte qu'ils font une hépatite A, et donc en fait par exemple les enfants africains ou les enfants d'Asie du Sud-Est sont quasi tous infectés pendant l'enfance et ils gardent des anticorps, sont protégés à vie mais ne développent aucun symptôme. Alors que les adultes, s'ils s'infectent à l'âge adulte, ils sont beaucoup plus symptomatiques et c'est eux qui vont avoir, par exemple, qui vont devenir jaunes et avoir tout un tas d'autres symptômes. Donc les symptômes les plus fréquents, c'est l'ictère, donc la jaunisse, qui est la manifestation la plus fréquente chez les adultes. Ça peut être la coloration de la peau, et je vais vous montrer une photo où c'est uniquement au niveau des yeux, parce que par exemple la peau africaine, on voit moins bien forcément la coloration jaune. Ça peut aussi donner de la fièvre, une altération de l'état général, une perte d'appétit, ça peut donner des symptômes digestifs. Et ça peut durer quand même assez longtemps, plusieurs semaines. Donc même si en général on en guérit, c'est quand même pas quelque chose de, j'ai envie de dire, c'est pas cool d'avoir une hépatite A parce que pendant plusieurs semaines, quelques mois, on peut ne plus savoir travailler, être alité à la maison, voilà. Et l'hépatite fulminante, donc là vraiment l'hépatite très très sévère où on peut tomber dans le coma et tout ça, c'est exceptionnel. Alors voilà une photo d'un monsieur qui a juste un ictère, c'est les conjonctives qu'on voit le mieux l'ictère, donc le jaunisse. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement, comme prévention? Il n'y a aucun traitement contre l'hépatite A, donc il faut juste attendre que ça passe. Par contre, au niveau prévention, là il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a l'hygiène des mains, évidemment, puis le fait d'avoir accès à l'eau potable. Il y a des pays où malheureusement il n'y a pas encore d'eau potable partout, et donc il faut absolument éviter ça, rendre l'accès à l'eau potable partout dans le monde, et lutter contre la pauvreté et le réchauffement climatique qui prédispose évidemment à ce type d'infection. Et alors il y a un vaccin qui est extrêmement efficace. Avec 2 doses, on est protégé à vie. Et une dose protège déjà très bien après 15 jours. Malheureusement, elle ne fait pas partie de notre calendrier vaccinal, donc ici, les gens ne sont pas systématiquement vaccinés, mais on vaccine par exemple nos voyageurs qui partent à l'étranger, ou les gens plus à risque, comme la population homosexuelle, les toxicomanes intraveineux, les gens qui sont dans les prisons, etc. Ça marche plus? Quelques semaines, quelques mois, hein, et puis après, une fois qu'on en est débarrassé, on ne sait plus la refaire. Donc on fait une fois une hépatite A dans sa vie. Alors l'hépatite B, ça c'est autre chose, et je pense que ça vraiment c'est l'hépatite qui pose le plus gros problème de santé publique dans le monde. Donc elle c'est causée par le virus, comme je vous ai dit, l'hépatite A c'était HAV, ici l'hépatite B c'est HBV, et c'est un virus à ADN soit, qui va s'intégrer dans notre matériel génétique. Ça veut dire qu'il va vraiment, une fois qu'il a décidé de se mettre dans nos gènes, on ne sait plus s'en débarrasser, donc c'est une infection. Quand on est porteur chronique, on le sera à vie malheureusement. Et c'est ça le gros problème, parce que ça peut donner une atteinte aiguë, comme l'hépatite A, c'est-à-dire qu'on devient malade et puis après on s'en débarrasse, mais ça peut devenir chronique, c'est-à-dire qu'on va être infecté à vie, et c'est ça qui constitue le problème de santé publique, parce qu'il faut considérer actuellement qu'il y a plus de 260 millions de personnes qui sont infectées dans le monde, et que ça va causer environ 1 million de morts par an, et les morts sont dues soit à une cirrhose, donc une maladie très avancée, en fait la cirrhose c'est une fibrose du foie, qui devient de plus en plus fibrotique et il ne fonctionne plus, ou alors ça peut donner un cancer du foie, et à la fin le foie ne fonctionne plus du tout. Et c'est d'autant plus triste cette situation qu'on a un vaccin qui est extrêmement efficace et qui permettrait d'éviter la grande majorité de ces infections. Alors voilà la carte de la distribution, vous verrez que je vais vous montrer plusieurs cartes, et elles vont toutes se ressembler. Il y a toujours ce gradient nord-sud, avec l'Afrique subsaharienne qui reste la partie du monde la plus touchée, et aussi l'Asie du Sud-Est, et à moindre mesure l'Amérique latine. Alors là, de nouveau, petit quiz pour voir un petit peu la transmission de l'hépatite B. Est-ce qu'il y en a qui disent... Allez. Il y en a qui disent que c'est une transmission sexuelle. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent, très bien. De la mère à l'enfant. Ok, il y a pas mal de mains aussi derrière. Ingestion alimentaire. Une main. Injection intraveineuse. Aussi, très bien. Et aérienne? Non. Alors là, la transmission est tout à fait différente de l'hépatite A.
Le mode de transmission vertical, c'est-à-dire à l'accouchement, souvent à l'accouchement de la mère vers l'enfant, est extrêmement fréquent dans les pays tropicaux et surtout en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et c'est pour ça que c'est essentiel de faire un screening maternel pendant la grossesse. Donc pendant la grossesse, toute femme enceinte doit avoir une sérologie pour l'hépatite B et aussi pour le VIH et aussi pour la syphilis et d'autres choses. Mais donc ça, si on fait ça, déjà on peut éviter la transmission de la mère à l'enfant. Parce que si on sait que la mère est infectée par le virus de l'hépatite B, on peut vacciner directement le nouveau-né et même lui donner des anticorps si elles sont disponibles. Et ça diminue très très fort l'infection chez le nouveau-né. Le problème, c'est que quand il y a une transmission de la mère à l'enfant, le nouveau-né a presque 90% de malchance de devenir porteur chronique. Donc il commence déjà assez mal la vie avec une infection chronique. Alors la transmission sanguine est évidemment aussi très fréquente. Alors ça peut être par les injections intraveineuses, hein, les toxicomanes peuvent se l'injecter, ou alors le personnel de santé, les tatouages, les piercings si c'est dans des mauvaises conditions matériellement stériles, les échanges. Alors c'est très vite transmissible, ça se transmet très bien, c'est le virus qui se transmet le mieux par le sang, hein, plus que l'hépatite C et le VIH. Et donc même l'échange de brosses à dents, de rasoirs, va pouvoir transmettre le VIH, et même via les muqueuses, hein, dans la salive, dans les sécrétions génitales, il suffit qu'il y ait un petit peu de sang, par exemple les enfants, ils se mordillent un petit peu, et ils peuvent se contaminer avec l'hépatite B. Alors malheureusement, il y a aussi une transmission nosocomiale. Une transmission nosocomiale, c'est une transmission au sein des hôpitaux, des services de santé. Donc dans le passé, il y a eu les transfusions. Maintenant, normalement, on dépiste partout chez nous et dans les pays plus pauvres. Normalement, il y a quand même un dépistage qui se fait. Il y a eu, avant aussi, il y a des soins chirurgicaux, des soins dentaires. Ça ne devrait ne plus exister, mais malheureusement, on a encore parfois des épidémies comme ça de transmission nosocomiale d'hépatite B ou d'hépatite C. Il y en a encore une récemment en Asie, je pense au Cambodge. Il y a eu 850 patients contaminés parce qu'ils se partageaient une même seringue pour des soins. Et alors la transmission sexuelle est évidemment aussi possible. C'est surtout dans la population homosexuelle et les travailleurs du sexe. Alors, je ne vais pas vous embêter avec ce schéma-là, mais c'est juste pour vous faire comprendre que l'hépatite B, l'histoire de la maladie est très complexe, et donc on peut avoir plusieurs phases. C'est-à-dire qu'on peut à un moment ne pas être vraiment malade, et puis le virus peut se réveiller et provoquer des problèmes de santé à ce moment-là. Et donc c'est vraiment une maladie qui est difficile à comprendre, difficile à prendre en charge et un peu imprévisible. Alors, la maladie chronique, j'espère que j'ai bien fait passer le message, c'est vraiment ça qui pose le problème. Et l'âge est aussi déterminant dans le passage à la chronicité. J'ai dit que pour l'hépatite A, c'était les adultes qui étaient beaucoup plus malades. Ici, le problème, c'est que c'est les enfants qui vont beaucoup plus être touchés par la maladie chronique. Parce que les nouveau-nés et les enfants de moins de 5 ans, en général, ils vont devenir porteurs chroniques. Alors que les adultes, ils vont devenir porteurs chroniques dans la minorité des cas, moins de 10% des cas. Et donc, ils vont en fait s'en débarrasser spontanément. Et la maladie chronique, c'est elle qui est responsable de la morbidité, donc des gens malades, et de la mortalité aussi. Parce que 20 à 30% des gens qui sont infectés par l'hépatite B vont développer soit une cirrhose ou un cancer. Et malheureusement, on n'a aucun traitement curatif. On a un traitement antirétroviral qui permet de contrôler le virus un petit peu comme le VIH, mais il ne va pas enlever l'hépatite B. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important le dépistage, surtout pour des populations à risque, donc, soit qui viennent de pays où il y a beaucoup d'hépatite B ou qui ont des comportements à risque, parce que ça va permettre un suivi régulier de leur prise de sang, de leur morphologie hépatique, et un dépistage précoce des complications hépatiques. Alors, ça se manifeste comment ? En fait, la phase aiguë, donc au moment où on s'infecte, c'est souvent asymptomatique. On ne se rend pas compte qu'on a été infecté. On peut avoir des symptômes d'hépatite. Les symptômes d'hépatite, c'est tout le temps les mêmes. Que ce soit la A, la B, la C, on devient jaune, on est fatigué, on fait de la fièvre, on a mal aux articulations. Et le fait de faire une hépatite fulminante, donc comme je vous ai dit, l'hépatite très très grave, avec éventuellement un coma, c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et en fait, une fois qu'on passe à la chronicité, donc on devient porteur à vie, on ne se rend pas compte directement qu'on est malade. Hein, c'est tout à fait asymptomatique. Et
les signes et les symptômes ne vont apparaître que quand c'est une maladie hépatique très avancée. Donc en fait, quand c'est déjà trop tard, ou presque trop tard. Alors c'est quoi une maladie hépatique avancée? Quand on a une cirrhose, en fait le foie ne fonctionne plus bien, et donc on peut avoir de l'acide, c'est de l'eau dans le ventre. On peut avoir un saignement digestif parce qu'on développe des varices au sein de l'œsophage, et donc on peut saigner au niveau du tube digestif. On peut développer aussi un coma ou la confusion, enfin des signes très graves. Et puis alors l'autre complication, c'est le cancer du foie qu'on appelle hépatocarcinome. Donc ça, c'est une masse qui va grandir et détruire peu à peu tout le foie, et à la fin le foie ne fonctionnera plus. Alors un autre problème, c'est qu'il y a aussi des co-infections, donc on peut s'infecter avec plusieurs virus en même temps et être porteur de plusieurs virus en même temps. Alors la co-infection la plus fréquente, c'est le VIH et l'hépatite B, parce que si vous regardez la carte ici, vous voyez que la distribution des hépatites, en fait, c'est la même que celle du VIH, et le continent de nouveau le plus touché, c'est l'Afrique subsaharienne. Et donc, si on regarde